Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette troisième et dernière thématique de printemps, pour laquelle, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jays, enseignant à Sciences Po et essayiste, et Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, nous recevons Thierry Breton. Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Vous avez été entrepreneur et vous avez notamment réussi un redressement spectaculaire de Thomson. Vous avez été ministre de l'économie et des finances et vous avez axé votre politique sur la modernisation de l'économie, sur la réduction de la dette et sur la valorisation du patrimoine immatériel. Depuis novembre 2019, vous êtes commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. Au cours des 12 derniers mois, c'est l'industrie pharmaceutique qui a occupé le devant de la scène. Si les laboratoires ont réussi à développer très rapidement des vaccins, l'outil industriel n'a pas suivi. La science a dépassé l'industrie, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Autre souci, en juin 2020, pour garantir l'approvisionnement et faciliter le déploiement des vaccins, la Commission et les États membres avaient adopté une approche européenne commune. 2,3 milliards de doses de vaccins avaient été commandées à 6 fournisseurs différents. Pour le moment, 4 d'entre eux ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne des médicaments. Confronté début 2021 à une troisième vague épidémique aggravée par des variants plus contagieux et plus mortels et à des retards de livraison des vaccins commandés par l'Union, certains États membres ont rompu les rangs et se sont tournés vers Moscou. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré le 19 mars, je cite, « En ce qui concerne le vaccin russe, je suis d'avis que tout vaccin autorisé par l'Agence européenne du médicament devrait être utilisé dans l'Union, mais si celle-ci n'intervenait pas, alors l'Allemagne devrait agir pour elle-même, et c'est ce que nous ferions. » Le Premier ministre italien Mario Draghi a tenu un discours semblable alors que la péninsule pourrait produire le vaccin russe dès juillet, et vous avez répliqué récemment que l'Union aura, d'ici mi-juillet, la capacité de fournir aux États de quoi administrer une double dose de vaccin pour au moins 70% de leur population d'ici mi-juillet. Dans ce contexte de pandémie, Bruxelles a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2021. Elles sont passées de 4,2% à 3,8%. En 2020, son économie s'était contractée de 6,8%. 9 mois après son adoption, seuls 16 des 27 pays membres de l'Union ont ratifié le plan de relance européen. Avec la Turquie, le récent pataquès protocolaire surnommé Sofagate n'a pas montré une parfaite harmonie entre la présidence de la Commission et celui du Conseil, alors qu'il venait discuter avec le président Erdogan de l'accord entre son pays et l'Union, de la question de l'union douanière et des visas, ou encore de cette conférence sur la Méditerranée orientale, tant voulue par le chef d'État turc. Dans le ciel, plus précisément dans l'espace, l'Europe fait preuve de davantage d'unité et elle pilote 3 programmes. GovSatcom doit permettre les communications gouvernementales par satellite et garantir la sécurité des services de communication aux organisations et aux opérateurs jugés stratégiques pour l'Union. Galileo, système de positionnement par satellite, de radionavigation. Copernicus, système d'observation de la Terre, très important pour l'étude du changement climatique et dont on a pu écrire, je cite, qu'il confère à l'Europe un réel pouvoir de persuasion dans les relations internationales, comme en témoigne la couverture des incendies qui ont ravagé la Sibérie et l'Amazonie au cours de l'été 2019. En réunissant l'industrie de défense et l'industrie spatiale dans une même direction générale, l'Union européenne a d'ailleurs pris acte de la dimension stratégique du secteur spatial. J'ai dit tous les sujets dont vous êtes le commissaire européen, Thierry Breton, et c'est Nicole Niesotto qui vous pose la première question. Monsieur le commissaire, dans cette crise, on a l'impression, comme souvent d'ailleurs, que l'Union européenne est capable du pire et du meilleur. Le meilleur, ça a été sans doute le plan de relance de l'été dernier. C'est sans doute aussi la décision prise d'acheter collectivement des vaccins. Et le pire, on l'a vu, ce sont les batailles de chiffonniers entre les États membres
et les difficultés que rencontre aujourd'hui l'Union dans la distribution des vaccins. Au-delà de la gestion immédiate de la crise, il y a déjà des leçons qu'on peut tirer des performances relatives de la Commission sur la gestion de la Covid. Moi, je voudrais vous interroger non pas sur la politique, mais sur la méthode et même sur la culture de la Commission. Il me semble qu'avec la Covid, on paye l'interdiction qui a été faite par les États membres depuis 70 ans à la Commission de pensée politique. On l'a confinée dans des compétences économiques et commerciales, et donc la Commission, pendant cette crise, a pensé commerce, c'est-à-dire négociation sur un temps long, recherche du compromis, recherche du meilleur prix, d'où retard à la commande, qu'on lui reproche beaucoup aujourd'hui, 4 mois de retard pour les Pfizer, et d'où l'exaspération de certains États membres qui partent chacun pour soi dans l'achat de n'importe quel vaccin. Et donc, on voit bien que la Commission n'a pas de culture politique, et c'est à mon avis toute la question pour l'avenir. Comment faire en sorte que la Commission intègre dans ses pratiques commerciales des considérations politiques, voire géopolitiques, qui me paraissent être fondamentales dans cette affaire? Comment fait-on? Il ne s'agit pas de décider, me semble-t-il, qu'on veut une commission géopolitique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et comment faire pour qu'effectivement le commerce, tel que pratiqué par l'Union européenne, se politise, autrement dit qu'elle achète des vaccins, elle aurait dû acheter des vaccins, non pas comme des cacahuètes, mais avec l'urgence politique qu'exigeait la situation, ce qu'elle n'a pas fait. Thierry Breton. D'abord, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer ce matin avec vous tous, et précisément pour peut-être faire entendre une petite musique différente, notamment des commentaires que Mme Nicole Niesotto vient de faire, même assez différentes. Bien sûr, j'entends tout ce que Mme Niesotto vient de dire. J'ai entendu comme vous tous, et j'ai été assez surpris, pour ne rien vous cacher, du faible d'argumentation pour soutenir ces propos. Même si, encore une fois, pour moi, je les ai plutôt reçus comme étant des propos qui traduisaient une impatience très légitime de nos concitoyens européens, bien entendu de sortir de cette situation tellement inédite, une volonté que certains ont voulu, à force, de mettre en place pour se comparer. Et je dois dire qu'il y a une espèce de terrorisme de la comparaison qui n'a, à mon avis, pas grand sens, mais dans laquelle beaucoup sont rentrés au cours des derniers mois. Et au fond, je vais vous dire, moi, comment je vois les choses et comment je les ai vécues, y compris après, dans la deuxième partie de l'intervention de Mme Niesotto, sur ce que nous apprenons, parce qu'on apprend en marchant très vite, et effectivement, comment nous intégrons dans la démarche qui est la mienne désormais, puisque je suis responsable depuis le 5 février pardon de cet anglicisme, de la task force, c'est comme ça que l'on dit, vaccin donc pour l'Union européenne. On a pris finalement un vocable qui était l'identique de mon homologue américain, M. Jeff Zients, parce que nous parlons beaucoup entre nous, et je vais y revenir tout à l'heure dans l'aspect géopolitique de ce dont nous parlons. Et finalement, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Alors d'abord, pourquoi je ne partage pas l'analyse de Mme Niesotto? Non, Mme Niesotto, l'Europe n'a pas à négocier et acheter des vaccins comme des cacahuètes. Non. Dès le mois de juin, et je peux en porter témoignage ici, j'en faisais partie. Nous nous sommes réunis alors qu'on rentrait dans la pandémie pour essayer de voir quel type de vaccin nous pourrions choisir. Et croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire, parce que à l'époque, tout le monde nous disait qu'il faudrait sans doute entre 5 et 10 ans pour faire des vaccins qui marchent. C'était ce que l'industrie avait comme référence. On a eu 105 demandes et on s'est beaucoup réunis. On a sélectionné 6 grands laboratoires. C'est intéressant du reste parce que la plupart du temps, c'était des biotech, c'était des centres académiques. Ce n'étaient pas des grands groupes. Et on a retenu ceci, à part un ou deux grands groupes, dont Sanofi, et j'y reviendrai. Et puis, bien sûr, on s'est dit que pour pouvoir faire en sorte que ça marche, il fallait aussi l'aspect industriel. Donc, on a demandé à ce que ces biotech s'associent à des industriels pour pouvoir aussi livrer ensuite ces vaccins lorsque ceux-ci seraient prêts.
On a signé du reste, comme vous savez, avant les Anglais. C'est vrai qu'on a beaucoup acheté, on s'est positionné plutôt sur des vaccins Oxford. Oxford qui était associé d'abord avec Merck et puis à la demande du gouvernement britannique qui a changé son fusil d'épaule pour choisir AstraZeneca imposé par le gouvernement britannique parce que je pense que la principale raison était que le siège d'AstraZeneca était en Grande-Bretagne, bien que cette entreprise n'ait aucune compétence en matière vaccinale. Et puis, on a ensuite continué à discuter. Alors, c'est vrai que Pfizer a signé quelques semaines avec les États-Unis avant nous. Et on est rentré effectivement dans la phase ensuite au mois de. Et donc, je m'inscris en faux aussi sur les prix, etc. On a signé avant les Anglais, donc le fait qu'on a tardé pour avoir des prix et que de toute façon, c'est le premier signé qui a été le premier servi, c'est une vue de l'esprit que de dire cela. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde consumériste et qu'on a l'impression que lorsqu'on achète des biens, même s'il s'agit de biens médicaux, on doit s'attendre à les recevoir dès le lendemain sur Amazon. Eh bien non, pas pour les vaccins. Et c'est la deuxième phase dans laquelle nous entrons, c'est-à-dire le processus industriel. Donc d'abord, effectivement, il y a les commandes. Ensuite, il y a l'excellente nouvelle, incroyable, dès la fin du mois de novembre, que certains de ces vaccins marchent et qu'ils sont approuvés par les autorités de santé. Je rappelle qu'entre le mois de décembre et le mois de janvier, on va approuver 3 vaccins. On va approuver Pfizer, je dis on, c'est l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. On va approuver le vaccin Moderna. Et fin janvier, on va approuver AstraZeneca. Et évidemment, à ce moment-là, on est au début donc, de cette période vaccinale, et il faut bien que les vaccins soient fabriqués. Et là, c'est la deuxième phase, qui est là encore un exploit, là je peux le dire industriel, à côté de l'exploit scientifique, en passant, qui est un exploit, je le dis là aussi, et je ne suis pas un Européen BA en le disant, qui est essentiellement un succès scientifique européen, que ce soit la biotech, BioNTech, associée à Pfizer, que ce soit CureVac, que ce soit Janssen, associé à Johnson Johnson, que ce soit Oxford, associé à AstraZeneca. Ces 4 vaccins qui ont été développés en Europe avec des fonds européens, Horizon 2020, très significativement. C'est quand même au total les développements qui ont été mis en œuvre par l'Europe et par les États membres sur ces vaccins, c'est plusieurs centaines de millions, voire milliards. Donc, c'est de la recherche européenne, accélérée, et il ne faudra jamais l'oublier, par la BARDA américaine, qui a permis, dans cette période, de mettre sur de la recherche européenne des moyens complémentaires pour accélérer les processus, et notamment tout ce qui concerne l'analyse clinique nécessaire et qui coûte très cher, comme vous le savez, à la fabrication et à la validation des vaccins, des montants considérables. Donc, on a là, au fond, une coopération qui s'est faite implicite entre la recherche fondamentale européenne et l'accélération des moyens qui ont été mis en œuvre par la BARDA. Et c'est la conjonction de ces 2 facteurs qui a permis d'avoir 4, 5, 6 vaccins qui fonctionnent aujourd'hui. Processus industriel, deuxième volet, alors là, très important. Et on se rend compte effectivement qu'il faut ensuite monter très, très rapidement la capacité industrielle, notamment en Europe, de ces entreprises. Et là, ce n'est pas une mince affaire, parce que d'ordinaire, il faut en gros 4 à 5 ans pour créer une entreprise de vaccins ex nihilo. Au cas d'espèce, on a choisi des entreprises qui avaient déjà une base industrielle en leur demandant de changer leur ligne de production. Il faut d'ordinaire environ 18 à 24 mois. Et tout ceci va se faire en moins de 10 mois, voire 6 mois pour certaines entreprises. Et au fond, pourquoi on a ce sentiment, qui est exprimé par Mme Niesotto et qui est assez communément répandu, j'en conviens. Parce que, en signant ces accords, l'Union européenne signe massivement avec l'ensemble de ces laboratoires, mais surtout le premier d'entre eux, c'était AstraZeneca. 120 millions de doses étaient attendues au premier trimestre et 180 millions au deuxième trimestre. Et il se trouve que 30 millions seulement seront livrés au premier trimestre. Et c'est là où le sentiment que vous décrivez très justement, de finalement, mais où est l'Europe? Comment se fait-il que nous n'avons pas de doses alors que les autres commencent à monter très progressivement, très
faiblement les doses. Évidemment, on va comparer Israël, par exemple. Israël, c'est un grand pays, mais enfin, c'est 9 millions d'habitants. Israël donc, va négocier avec Pfizer de fournir ces données de santé anonymisées en l'échange de vaccins. Ce n'est pas un nombre considérable. Hein. Il va s'agir de 7 millions de doses. On est 446 millions d'habitants en Europe, et ces 7 millions, et ces données du reste seront utiles, je le dis, parce qu'elles vont permettre de bien tester, je dirais, la qualité, la réceptivité du vaccin. Et on a évidemment ce qui se passe du côté britannique, qui va être abondamment commenté, où là encore, AstraZeneca livre l'intégralité de ses doses en Grande-Bretagne et 30% seulement en Europe. Mais si je vous dis ça, c'est que quand je compare ensuite la montée en puissance, et je terminerai là-dessus, des deux grandes plateformes industrielles mondiales qui vont régler cette pandémie, je l'espère, et j'en suis à titre personnel convaincu, en tout cas sur les plateformes industrielles, c'est-à-dire les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre côté. On monte exactement au même niveau de production, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, on va distribuer en mois de janvier 14 millions de doses. On est à peu près identique aux États-Unis. Et puis en février, c'est 28 millions. Et puis en mars, c'est 64 millions. Et puis en avril, ce sera 120 millions. Et puis en mai, ce sera 150 millions. Et on suit à peu près exactement la même progression que les États-Unis. Alors, et pour finir sur cette première intervention, c'est exact que les États-Unis vont choisir que tout ce qui est fabriqué aux États-Unis par un ordre exécutif, on appelle ça un executive order, eh bien, reste aux États-Unis tant que l'immunité collective n'est pas atteinte. Et nous, on va garder 60% des doses pour nous, fabriquées en Europe, et on va commencer à en distribuer 40% pour les pays qui nous entourent, ceux avec lesquels les entreprises ont contractualisé. La Grande-Bretagne en premier, c'est 70% de ses besoins qui sont fabriqués en Europe. Israël, 100%, mais aussi tous les pays de l'OTAN, mais aussi le Mexique, mais aussi l'Arabie saoudite, mais aussi le Japon, etc. Voilà donc l'exacte, je dirais, photo de la situation. Et dernier point, c'est vrai que dès que je suis nommé à la tête de cette task force, que j'ai regardé exactement, je dirais, tout ce qui se passe d'un point de vue industriel, je vais aller me rendre sur les usines, je vais essayer de comprendre effectivement les problèmes qui peuvent être améliorés, et puis je vais demander aussi d'avoir des outils. Et là, Madame Lisoto, ce sont des outils politiques, géopolitiques. Ma première demande, ça a été de dire, je veux que maintenant, si des doses quittent l'Europe, je sois prévenu et je donne mon autorisation pour que je sache ce qui se passe. C'est fait, et donc début février, on a pour la première fois cet instrument. Mais je veux aller plus loin parce que ça ne suffit pas. Et donc, on me donne un deuxième instrument qui, lui, est beaucoup plus géopolitique, si je puis dire, donc quelques semaines plus tard, qui va s'appuyer sur 3 principes. Le premier, c'est le principe de réciprocité. Désormais, toutes les doses qui quitteront l'Union européenne le quitteront dans des pays qui adoptent la réciprocité. En d'autres termes, s'ils doivent aussi contractuellement nous livrer des doses, eh bien, il faut s'assurer qu'ils l'ont fait. Deuxièmement, qu'on ne donnera les autorisations d'exportation que dans des pays où la situation épidémiologique est, disons, à peu près comparable à celle de l'Europe. Ça, on attendra un peu. Et troisièmement, et c'est là où c'est vraiment, je dirais, une évolution très significative, connaissant parfaitement désormais les 53 usines qui contribuent à la fabrication de ces vaccins, parce qu'il faut les faire, ces vaccins, eh bien, et on les connaît parfaitement maintenant avec mon équipe, j'ai pu inverser, si je puis dire, le rapport de force avec l'ensemble de nos partenaires, de nos fournisseurs, on va appeler ça comme ça. Et désormais, c'est moi qui leur ai dit, voilà exactement ce que j'attends cette semaine, la semaine prochaine, jusqu'à la fin du trimestre. Et bien entendu, sans exagérer, en respectant les termes des contrats. Si vous les respectez semaine après semaine, parce qu'il faut que je donne aux États membres de la lisibilité et que vous voulez exporter, il n'y aura aucun problème. Si vous ne respectez pas, on attendra un petit peu, et puis la semaine d'après, quand vous aurez corrigé, on vous donnera cette facilité. Voilà donc exactement ce qui s'est passé, et tout ceci, Madame Lisoto, en 5 mois. David Jays.
Oui, je dois dire que vous êtes assez convaincant sur les vaccins, alors que je partageais le même scepticisme que Nicole. J'aimerais quitter le sujet des vaccins, si vous le voulez bien, monsieur le commissaire, pour aller sur la question de la transition écologique et de l'industrie. À n'en pas douter, les années 2020 vont être des années de très grande mutation économique qui vont en partie être placées sous le signe de la transition écologique. Le président chinois Xi Jinping a annoncé à l'automne 2020 que la Chine visait la neutralité carbone pour 2060. Ça va avoir un certain nombre de conséquences, évidemment, sur la politique industrielle chinoise, dont on voit déjà le début dans le 14e plan. Le président Joe Biden, de son côté, a annoncé deux plans, dont le second pour plusieurs centaines de milliards de dollars, qui investit massivement dans les infrastructures, dans les réseaux électriques, dans l'innovation et la technologie. 50 milliards de dollars, par exemple, pour les semi-conducteurs. Alors, à la lumière de ces mouvements massifs, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est sur la transition. Est-ce que l'Europe, qui au fond pendant longtemps a été la première de la classe parce qu'elle s'est fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre très ambitieux, ne risque pas de se retrouver soudainement en décrochage, voire dernière de la classe, parce qu'elle n'arrive pas à suivre sur le plan technologique, sur le plan de l'innovation, sur le plan de la réindustrialisation verte? Et ma deuxième question porte plus largement sur la question de la réindustrialisation. À quelle échelle est-ce pertinent de le penser? On voit qu'il y a des plans un peu dans tous les sens, au niveau national, français, au niveau européen, pour le quantique, pour l'aéronautique, pour l'espace, pour la défense, pour les semi-conducteurs. Est-ce qu'on risque pas, avec cette anarchie de dépenses et de soutien public à la réindustrialisation, de passer à côté en quelque sorte du coche technologique que la Chine et les États-Unis sont en train de prendre? Thierry Breton. Alors merci, et c'est vraiment pour répondre à cette question de David Guez que j'ai vraiment voulu, peu de temps après avoir pris mes fonctions, présenter. Je crois que c'était une première, mais Jean-Louis Bourlange, qui connaît ces sujets mieux que quiconque, nous le confirmera, présenter pour la première fois une véritable stratégie industrielle de l'Union européenne. Et je me souviens très bien, parce que je l'ai présenté, c'était le 11 mars. C'est le jour où la pandémie, le 11 mars 2020, le jour où la pandémie était déclarée par l'OMS. Et en fait, il y avait trois axes, effectivement, dans cette stratégie industrielle. Le premier, c'est la mise en mouvement, je dirais, pour l'atteinte de l'objectif zéro carbone, donc à 2050, avec un passage en 2030. Le deuxième, c'était une accélération de la numérisation, de la transition numérique. Et puis le troisième, c'est effectivement commencer à bien étudier l'ensemble de nos chaînes de valeur, de voir un peu aussi nos dépendances, les points critiques, et discuter entre nous de voir ce qu'il conviendrait de faire pour renforcer, je dirais, ces dépendances qui, dans certains domaines, pouvaient apparaître excessives. On avait déjà identifié, du reste, la santé. À l'époque, on parlait, vous vous en souvenez peut-être, ça semble du reste très très loin, des antibiotiques. Mais enfin, il y avait beaucoup d'autres sujets. Donc ça, je dirais, permettez-moi de rassembler ces trois grands axes. Effectivement, donc il y a un an. Évidemment, on n'avait pas eu un très grand succès d'estime avec l'administration Trump, vous vous en souvenez. Bon, les Chinois ont couru un peu après, effectivement, avec cet objectif de neutralité à l'horizon 2060. J'ouvre une petite parenthèse en intégrant une accélération, si tant est qu'on puisse encore le faire, encore plus importante que celle que l'on voit aujourd'hui du nucléaire, je ferme la parenthèse, qui va contribuer massivement à cette neutralité, parce que c'est ça le vrai sujet qu'on a en Chine, comme vous le savez, avec les centrales notamment thermiques et les centrales à charbon en particulier. Et puis est venue la crise. Bon. Et là, ça tombe bien parce que je vais présenter donc à la fin du mois d'avril, je dirais, quelques aménagements de cette stratégie industrielle. Une stratégie, c'est fait évidemment pour durer, bien entendu, mais quelles sont les leçons qu'on a tirées, notamment au regard de cette année de crise. Alors, le premier point, c'est il y a eu évidemment ce fameux plan de relance, dit Next Generation EU, donc de 750 milliards.
dont on espère qu'il va pouvoir rentrer en fonction et que nous allons pouvoir commencer à redistribuer les sommes aux États membres dès la fin juin. On a encore quelques pays qui doivent faire voter, comme vous le savez, ces plans au sein de leur Parlement européen, y compris avec un petit sujet sur l'Allemagne. On peut en reparler si vous le voulez, avec la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Mais enfin, ces 750 milliards, dans ces 750 milliards, il y a 37% qui sont consacrés exclusivement à l'accélération de l'objectif zéro carbone 2050, et donc, et je peux en porter témoignage ici, toutes les conséquences pour l'industrie automobile, l'industrie chimique, les industries dites à haute intensité énergétique au sens large. 37%, c'est 277 milliards, près de 300 milliards, donc ce n'est pas des sommes négligeables qui vont être abondées pour la première fois par nous tous collectivement, par la Commission. Donc, c'est un minimum. Donc, je crois qu'on a vraiment là les moyens de nos ambitions, d'autant que les États membres contribuent aussi beaucoup, et les entreprises elles-mêmes. Alors, est-ce que finalement, on a les outils pour ça? C'est une excellente question. Ces outils, ça s'appelle des projets d'intérêt commun, les PIEC. Ce sont des instruments donc, qui nous permettent à la fois d'avoir des financements des États membres, donc des financements publics, associés à des financements privés, sans distorsion de concurrence. C'est un sujet, comme vous savez, qui est important pour encore un certain nombre de mes collègues à la Commission européenne, et notamment pour respecter les règles du commerce de l'OMC, du commerce international. Ces instruments, donc, ils ont été conçus, ils fonctionnent pas mal, hein. On l'a mis en place sur les batteries. Et donc, j'en pousse un effectivement sur les semi-conducteurs. On en a mis un en place également sur l'hydrogène. On va en mettre un également en place sur les clouds industriels. On les limite, et c'est l'intérêt, je dirais, de la stratégie industrielle. Ça nous permet de focaliser, et croyez-moi, c'est vraiment mon travail, donc je veux vraiment le dire ici avec force. Ça me permet de réunir d'une part les industriels autour de la table, de mettre de l'argent sur la table. Vous savez, j'ai eu dans ma jeunesse un patron qui s'appelait René Monory. Il me disait toujours, c'était mon premier mentor en politique, c'est celui qui paye qui est le patron. Et j'ai toujours j'ai jamais oublié cette leçon, et c'est la première fois que la Commission paye. Elle met de l'argent sur la table, et massivement. Et donc, j'ai bien l'intention que la Commission soit d'une certaine façon, peut-être pas le patron, mais un patron important. Et ça nous permet, là encore, de concentrer, je dirais, nos efforts dans un certain nombre de domaines relativement restreints, mais quand même pas négligeables. Hein. Je rajoute également un PIEC sur les lanceurs spatiaux. Donc, vous voyez, on a quand même un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre aujourd'hui d'aller de l'avant. Et puis, bien entendu, en ce qui concerne les industries vertes, alors là, énormément de projets, de financement, notamment de start-up, mais pas uniquement. Donc, je pense non qu'on a vraiment les instruments là pour aller de l'avant, et aussi pour tenir un peu tout le monde dans le même sens. C'est l'un des problèmes, évidemment, qu'on rencontre en Europe. Il faut en permanence, effectivement, tenir tout le monde dans le même sens. Et je conclurai en disant, vous savez, moi, j'ai un élément quand j'étais professeur dans une grande université américaine, après avoir été ministre pendant 2 ans. J'enseignais la gouvernance à mes étudiants. Je leur disais, vous savez, au fond, quand on est en situation de leadership quelque part, et qu'on a finalement à aligner de multiples vecteurs qui ont tous une légitimité, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders en anglais, j'ai trouvé qu'une solution dans ma vie, c'est d'aller plus vite que les autres, de courir très vite, et finalement tout le monde court après, et du coup en courant après, on s'aligne. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je suis à la fois d'accord et en désaccord avec Nicole Miezotto sur votre question initiale. Je crois que Nicole, je crois qu'elle a eu tort d'attribuer une défaillance géopolitique, des défaillances que nous constatons depuis toujours sur l'Europe, l'incapacité à faire de la politique, à se situer au niveau de la puissance, dans la politique vaccinale. Je crois qu'effectivement, les problèmes ont été d'un autre ordre, et je trouve que votre réponse, il faudrait aller un peu plus loin, effectivement, sur voir un peu ce que font les Chinois, ce que font les Russes, pourquoi les Hongrois
ce que les Hongrois essaient de réussir ou pas réussir, mais faire globalement, je pense que ce n'est pas en termes de déficit de capacité géopolitique qu'on doit apprécier la politique vaccinale de l'Union. Mais en revanche, là où Nicole a raison, et je pense d'ailleurs que Thierry Breton ne sera pas en désaccord avec ça, c'est de dire que globalement, depuis sa naissance, depuis 1950, le traité de Paris instituant la CECA, l'Union européenne a eu beaucoup de mal à se situer dans une logique de puissance. Elle s'est située plutôt dans une logique de réconciliation, de paix intérieure et non pas de projection extérieure, dans une logique de valeur et non pas de défense des intérêts, dans une logique d'exemplarité et pas de réciprocité. Je ne dis pas qu'elle a complètement fait un choix à 100% dans le sens que je dis, mais c'est quand même quelque chose qui pèse. La dimension un peu onusienne et pas du tout westphalienne de l'Union européenne est quelque chose de fort. Et là, ce que je constate, c'est que notamment sous votre impulsion, parce que vous y jouez un rôle, on a vu l'étendue de votre portefeuille, et on voit bien que vous jouez un rôle décisif dans cette mutation géopolitique, dans cette révolution copernicienne. On voit bien qu'en réalité, le diagnostic de Nicole, vous le portez vous-même aussi, même si vous trouvez qu'il est inapproprié sur la question vaccinale. Et là, je voudrais vous poser une question sur pourquoi nous sommes, en termes de puissance, pourquoi nous, Européens, nous avons tellement décroché au cours des 25 dernières années par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est imputable à l'Europe, à l'Union européenne, pardon? Qu'est-ce qui est imputable aux sociétés européennes? Qu'est-ce qui est imputable aux États? Pourquoi notre communauté scientifique a-t-elle été si peu réactive? Est-ce que c'est un problème de financement? Le fait que les GAFA nous ont complètement laissés sur place pendant 20 ans, là on réagit maintenant, vous essayez de réagir, mais il me semble que le diagnostic, nous sommes, je dirais, en 1806, les Prussiens, en 1806, après la défaite d'Iéna, on a vu en Prusse des tas de gens, Hardenberg et bien d'autres, Humboldt, Clausewitz, etc., qui ont pris en main le destin de la Prusse, qui ont décidé de tirer toutes les conséquences de la modernité apportée par la Révolution française, l'ont intégrée et ont fait une très grande puissance en quelques dizaines d'années. J'ai l'impression que nous sommes un peu dans cette situation. Nous avons perdu énormément de points au cours des 20 dernières années pour des raisons que je vous demande d'expliquer. Et comment, à votre avis, pouvons-nous redresser la chose? C'est votre travail. Vous avez indiqué déjà des directions très importantes, mais je crois que là, c'est vraiment l'enjeu capital pour l'Europe. Thierry Breton. Alors, merci d'abord. Bon, trois points dans l'intervention de Jean-Louis Bourlange, dont j'apprécie aujourd'hui du reste la concision. La première partie concerne ce qu'il a dit, et à juste titre, je voudrais vraiment y revenir parce que c'est très intéressant. En tout cas, si vous donnez une indication de la façon dont je prends, j'ai peut-être tort, mais dont je prends mes responsabilités, la Commission européenne est une institution politique. Et comme toutes les institutions politiques, le pouvoir, il est à occuper par ceux qui ont été désignés, nommés, cooptés, votés. C'est mon cas par le Parlement européen. Et Jean-Louis Bourlange sait que ce n'est pas automatiquement qu'un parcours de santé, que d'être adoubé par le Parlement européen dans ses fonctions. Donc, c'est une institution politique. Ceux qui ont en charge une partie, précisément, comme c'est mon cas, des politiques européennes, eh bien, doivent l'exercer comme tel. C'est ce que je m'efforce de faire. Et ce faisant, il y a une chose que j'ai comprise assez vite. C'est qu'il fallait, pour faire cela, et j'en reviens à mes petits vecteurs, j'en reviens à mes parties prenantes, il faut en permanence veiller à ce que tous ceux qui ont légitimement quelque chose à dire sur ce que vous faites, au fond, vous êtes l'exécutif, sous le regard du Parlement européen et sous le regard du Conseil. Et le Conseil, c'est les États, donc c'est quand même pas simple. Eh bien, si vous voulez avancer, il faut en permanence aller expliquer, il faut en permanence, quand il y en a un qui s'égare un petit peu, aller le voir et le remettre dans le droit chemin, si je peux me permettre très modestement, à mon niveau. C'est ce que j'ai fait
sur la politique vaccinale dont j'ai eu la charge depuis le 5 février. Vous avez raison, on a commencé à voir un certain nombre d'États qui commençaient à dire, notamment pour des raisons, on n'est pas naïf, hein, on n'est pas naïf même du tout. Mais au fond, pourquoi pas, puisque Sputnik est là, prenons du Sputnik, puisque lui avait l'air de dire qu'il était sur étagère. Alors, par parenthèse, Sputnik, c'est un double adénovirus, c'est-à-dire que la première dose est différente de la deuxième, c'est 2 fois plus compliqué à fabriquer que les adénovirus classiques, AstraZeneca ou Johnson Johnson. Ce qui explique que les Russes n'arrivent pas à le fabriquer et qu'aujourd'hui, ils sont en train de courir après toutes les usines européennes pour le faire. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'il y a des promesses qui sont faites ici ou là. Et lorsque j'ai vu que la Hongrie avait commandé par la voie de M. Orban 500 000 doses de Sputnik, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir M. Orban moi-même et on a discuté pendant 1h30. Et puis au bout d'1h30, je lui ai dit, mais combien vous allez recevoir de doses? Il m'a dit 500 000. Mais combien vous en avez reçu jusqu'à présent? Il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, je crois savoir, monsieur le Premier ministre, c'est 40 000. Combien vous allez recevoir de doses qui viennent de la Commission européenne? Je ne sais pas, c'est 11 millions. J'ai fait une conférence de presse ensuite, on en a beaucoup moins parlé. De retour, je me suis arrêté voir le chancelier Kurz, qui revenait d'un voyage avec Mette Frederiksen, la première ministre danoise. On n'a jamais très bien compris de quoi il s'agissait, en Israël. De façon à ce qu'il m'explique ce qu'il était allé faire. Il m'a dit pas grand-chose. J'ai donc fait une conférence de presse avec lui pour dire qu'il m'avait dit que c'était pas grand-chose. Et on a remis un petit peu, je dirais, on a réaligné là aussi les vecteurs. Je continue en permanence de faire ça. Il n'est pas impossible que j'aille faire un petit tour en Bavière ces prochains jours. Voilà. Bon, mais et tout ceci pour dire rien contre quiconque. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a un portefeuille de vaccins qui est absolument considérable. On a des usines qui sont parmi les plus puissantes aujourd'hui en fabrication au monde. Et donc, on n'a pas besoin d'autres vaccins. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Mais je donne cette approche parce qu'il y a l'approche évidemment industrielle, il y a l'approche parlementaire, mais il y a l'approche aussi des États. Et il faut le faire, et il faut faire, pardon de le dire comme ça, il faut le faire en discutant et en allant voir les gens. Et c'est ce que j'ai fait en permanence pour maintenir cette espèce de cohésion et avancer ensemble. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, excellente question et excellente remarque, évidemment, le traité de Paris 1950, la CECA, et c'est vrai, au fond, là aussi, on a cette ambiguïté avec les États membres qui voudraient avoir un exécutif, mais qui ne veut surtout pas qu'il en soit un, en tout cas qu'il ne soit pas trop puissant et qui ne déborde pas sur les prérogatives, et notamment de souveraineté, que ce soit la santé, que ce soit la défense des États membres. Et nous, il faut trouver notre chemin, là. Bon, c'est comme ça a été voulu par les États membres, j'en suis bien conscient, sans aucune naïveté, mais il n'en demeure pas moins que lorsque nous voyons, et on en discute avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire en charge de l'économie, ancien Premier ministre italien. Et en avril, Jean-Louis, on se dit tous les deux, c'est pas possible. Il va falloir vraiment, pour faire face à cette crise, qu'on ait un endettement qui soit un endettement identique pour tous les pays européens, faute de quoi ceux qui ont la capacité de s'endetter, car tout le monde va devoir s'endetter pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise. Je dis ça donc dès le début avril. Tout le monde, ceux qui ont une plus grande capacité d'endettement que les autres, vont le faire immédiatement. On va créer une distorsion énorme au sein du marché intérieur, au sein des États, et ça peut être une fragmentation, voire une explosion de l'Europe. Et donc, on dit qu'il faut que la Commission s'endette. Alors évidemment, succès d'estime zéro. Et donc, finalement, on décide quoi? On décide pendant un week-end, Paolo Gentiloni et moi, d'écrire un fameux OPED, tous les deux, qu'on envoie partout en Europe. Ça a créé, je dois vous le dire, quelques turbulences, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'on avait demandé à personne, mais ça a fait un peu avancer les choses. En tout cas, je peux en porter témoignage, mais je m'arrêterai là, si vous le voulez bien, parce que je pense que c'est mon devoir de réserve qui l'impose. Donc voilà, on est conscient de ça. Il faut bouger, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre ses risques, et puis il faut avancer ensemble. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est cette prudence que vous disiez, elle est inhérente à la construction européenne. Il n'en demeure pas moins que quand l'Europe avance, elle avance. Vous avez parlé du quantique tout à l'heure, je vais y revenir, en faisant des petits sauts quantiques, des petits, pas des grands. Mais une fois qu'on est sur un nouveau niveau électronique, un nouveau niveau d'énergie, on ne descend pas sur le suivant. Donc c'est ça l'Europe. Ça avance par petits sauts. Et donc, voilà, si on est là et qu'on essaie de faire son travail à peu près correctement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, il faut donner l'énergie, vous savez, pour passer d'un étage à l'autre, c'est beaucoup d'énergie. Troisième point, pourquoi est-ce qu'on a en fait les sentiments qu'on a décrochés et c'est un sentiment que je comprends, hein, que je partage dans certains domaines.
Je vais juste le résumer en un point, peut-être, parce que le temps passe. Et on pourra le redévelopper si vous le souhaitez. Je crois que, notamment après l'arrivée de nos amis britanniques, l'Europe qui a commencé à élargir un peu ce champ de compétences, et de compétences notamment dans tout ce qui concerne les règles de concurrence et également les règles de commerce extérieur, qui sont de grands axes où elle est plutôt autonome, ont adopté, il faut appeler un chat, une politique extraordinairement libérale et extraordinairement, allez, on va le dire, anglo-saxonne. En plaçant quoi? En plaçant en permanence, Jean-Louis, le consommateur au centre de tout. C'est très bien, j'ai été moi-même industriel, c'est très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis arrivé? J'ai osé quelque chose. Alors, je reconnais que c'était vraiment, vraiment osé. J'ai osé dire que, et si on mettait l'industrie au même niveau que le consommateur? Voilà, j'ai osé le dire et je le fais. On essaie de remettre maintenant l'industrie au niveau du consommateur. Pas tout pour le consommateur. Derrière le consommateur, il y a des entreprises, il y a des industries, il y a des emplois. Et donc si on se donnait maintenant les moyens d'avoir une vraie politique industrielle. Et c'est vrai aussi, in fine, et je finis par ça, sur l'espace informationnel, ce que j'appelle l'espace informationnel, l'espace numérique, avec la régulation donc, de cet espace, le DSA, vous savez que j'ai présenté, et également le DMA, qui sont des actes extrêmement puissants. Je tiens à le dire. Qui sont en discussion maintenant par les co-législateurs, le Parlement et le Conseil, et qui vont nous permettre d'abord, je crois, de mieux organiser notre espace informationnel, mais aussi de reprendre la main, c'est ce que je souhaite en tout cas, dans la deuxième vague, la deuxième révolution des données, les données industrielles, qui va être beaucoup plus importante que la vague des données personnelles, qui a permis de contribuer à créer ces fameux GAFA sur nos données personnelles. Là, on est dans une échelle beaucoup plus importante et c'est sur ce domaine que j'essaye de repositionner l'Europe pour, Jean-Louis, rattraper ce retard. Nicole Niesotto. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Commissaire, de m'avoir gentiment rassuré sur la vision géopolitique de la Commission. Et donc, je voulais vous interroger maintenant sur la question de la souveraineté. La crise pandémique a mis en avant cette notion de souveraineté européenne, pas seulement d'ailleurs sur les questions de santé, mais d'abord sur les questions de santé, quand l'ensemble des opinions européennes se sont rendues compte que pour fabriquer du Doliprane, on était très dépendant de la Chine, mais de la part donc, des États membres, cette idée que l'interdépendance peut être dangereuse aussi sur le plan politique et donc la souveraineté alimentaire, numérique, industrielle, énergétique peut-être, stratégique, tout cela devenait maintenant des thèmes très importants pour l'évolution et l'avenir de l'Union européenne. Alors vous avez dans votre portefeuille au moins 3 domaines qui sont des domaines où la souveraineté européenne n'est pas acquise, qui sont le numérique, le spatial et la défense, au moins ces 3-là. Et donc, et en plus, ce sont 3 domaines où, me semble-t-il, les relations, les coopérations entre les États membres sont parfois conflictuelles, en tout cas pour ce qui est de la défense, ça j'en suis sûre. Et donc, ma question est tout simplement, est-ce que vous, sur ces 3 domaines, quel est à votre avis celui sur lequel on a le plus de chances de construire le plus sérieusement et le plus vite possible une souveraineté européenne? Thierry Breton. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis assez mal à l'aise avec le concept de souveraineté. Parce qu'au fond, la souveraineté, c'est un mot un peu polymorphe. On y met un peu, tout ce que l'on veut. Et plus je suis présent dans l'ensemble des pays européens, plus je vois que chacun y associe un peu sa propre image, et derrière son image, une image, et derrière cette image, son passé, ses traditions, ses craintes, ses fantasmes, etc. Et donc j'ai un peu de mal, moi, avec le mot souveraineté. Donc, je l'associe toujours, en fonction des endroits où je me déplace, pour être très clair avec vous, avec un mot qui me permet de raccrocher. Je suis toujours en train d'essayer de raccrocher les uns et les autres. Hein, c'est mes vecteurs. Là. Toujours en train d'essayer pour aller dans le même sens, pour faire avancer dans le même sens. Chacun, encore une fois, venant d'où il vient. On n'est pas en 1954, c'est pas la CED, hein, notamment pour la défense.
chacun a sa vision, sa relation. Quand vous allez à Riga ou quand vous allez à Tallinn, bah oui, la défense, c'est se protéger de la frontière commune qui est quand même extrêmement présente et proche, avec évidemment la Russie. D'où se jeter corps et âme dans les bras de l'OTAN. Quand vous allez effectivement en Espagne, c'est autre chose. En France, je n'en parle pas. Bon, voilà. Donc la souveraineté, elle fait pas partie de l'histoire de la création européenne. Et donc, à charge pour nous, et pour moi, en tout cas pendant la période où je suis dans ces fonctions, de l'adapter pour essayer de la traduire dans un autre concept qui est pour moi plutôt l'autonomie. Au fond, il faut, si on regarde les choses qui vont qualifier cette nécessité de souveraineté ou d'autonomie, c'est évidemment le choc, la relation qui va être extrêmement difficile, tendue, conflictuelle, peut-être même belliqueuse entre évidemment les États-Unis et la Chine, et ça va marquer là les prochaines décennies. Tout le monde le sait, pardon d'enfoncer les portes ouvertes. Mais il n'en va pas moins que nous, on est au milieu et qu'on a évidemment des relations importantes commerciales de recherche et de développement avec les États-Unis, un peu aussi avec la Chine, des partenariats que nous sommes, évidemment, les États-Unis sont nos alliés, ils le resteront sans doute encore pendant longtemps, et que les Chinois sont qualifiés par l'ancienne commission de rivaux systémiques. Bon, très bien. Donc, voilà où on se situe, et ça ne va pas s'améliorer. Donc, pour moi, dans mes domaines, j'essaye de faire en sorte que nous ayons des éléments, des domaines, des points sur lesquels nous sommes incontournables, sur lesquels nous sommes autonomes, sur lesquels nous allons pouvoir reprendre une autonomie pour avancer, mais aussi pour nouer des partenariats. Parce que ma vie, elle n'a été faite que de ça. J'ai toujours noué des partenariats, mais j'ai toujours aussi géré les rapports de force. Et donc, un partenariat, c'est des rapports de force. Et donc, sans ça, on est un vassal. Donc, l'Europe doit savoir apprendre à jouer son partenariat et donc savoir gérer des rapports de force. Et oui, dans le contexte dans lequel on est, ce n'est pas simple. Donc, j'essaye de me focaliser sur un certain nombre de points où nous pouvons retrouver précisément, je dirais, ces positions incontestables. On pourra les développer. Alors, il y a le numérique, vous l'avez cité, je suis tout à fait d'accord. Et dans le numérique, il y a pardon, cet anglicisme, c'est les clouds, donc les clouds industriels, c'est-à-dire par rapport au développement des réseaux 5G, ce qu'on va appeler tout ce qui est l'informatique des objets connectés qui va révolutionner évidemment l'ensemble des processus industriels, générer des milliards et des milliards de données industrielles. L'Europe est malgré tout le premier continent industriel de la planète, encore aujourd'hui en tout cas, et le plus innovant. Donc il faut vraiment se mettre en position de capter ces données, de les stocker, de bien pouvoir les traiter. Donc là, on a des éléments où on peut être vraiment en situation d'être vraiment très, 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 très puissant, très fort. Donc voilà. Les semi-conducteurs, j'en ai parlé. C'est un sujet absolument essentiel. On était on avait vraiment, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Luc Bourlange tout à l'heure, on était vraiment très bien positionné il y a 20 ans. On l'est beaucoup moins maintenant. Entre-temps, on a passé des logiques un peu, je vais le dire, un peu anglo-saxonnes, voilà, y compris les entreprises sans usine, enfin, tout y est passé. Donc, voilà, on essaie de reprendre maintenant un peu, de remettre l'église au milieu du village. Et là, grâce à ces pièces, grâce aussi au fonds de relance, je pousse énormément pour que nous ayons, on reconquiert notre industrie des semi-conducteurs et des processeurs. Ça va devenir un enjeu absolument majeur. Alors là, on est vraiment dans la souveraineté. Sur le spatial, on est la deuxième puissance spatiale. Vous avez raison. Il y a évidemment la France avec son histoire formidable, l'Allemagne qui essaye maintenant de venir un peu dans tout ça, notamment avec des mini-lanceurs. Et puis, vous avez enfin la défense. C'est la première fois que, effectivement, la défense devient, en ce qui concerne les industries, une des prérogatives de l'Union européenne à travers le Fonds européen de défense, que j'ai poussé, Jean-Luc Bourlange le sait, avant même du reste que d'avoir pu imaginer un jour que je serais celui qui le met en œuvre aujourd'hui. C'est le hasard de la vie. Et au fond, là, ma stratégie, elle est encore assez simple, je vais vous la préciser. On a maintenant à peu près 8 milliards d'euros qui vont permettre de lever en gros 30 à 40 milliards d'euros en investissement en recherche en défense, qui est tout à fait considérable pour l'Europe, de façon mutualisée. Donc, la stratégie que je développe, elle est simple. On a quelques domaines, pas trop se disperser.
les drones, il y a la cybersécurité, il y a le quantique, il y a un certain nombre de domaines qui sont des domaines importants, très utiles, encore une fois, pour les technologies clés à usage militaire, aussi un peu civil du reste. Et donc, on lance maintenant des appels à candidature. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un nombre important d'États membres qui répondent sans faire de saupoudrage. Parce qu'au fond, en allant partout en Europe, voilà, on a évidemment la France qui a une vraie histoire avec certains industries de défense, l'Allemagne qui essaie d'en recréer une, voilà, avec plus ou moins de succès, l'Espagne, l'Italie, la Suède, quelques pays, un petit peu la Bulgarie, un peu la Roumanie, un peu la Tchéquie. Ouais. Et au fond, ce que j'essaie de faire avec ce fonds, c'est de lancer sur ces projets, d'aller voir chacun des pays et de leur dire mettez-moi 1, 2, 3 entreprises, même des petites, qui pourraient y participer, qui pourraient participer précisément à ces projets pour que chacun commence à créer progressivement. Ça va prendre des années, hein, même des décennies, mais qu'on recommence à créer un affectio societatis européen au sujet des industries de défense et que chacun y ait un intérêt commun. Et je finis en disant que pour créer l'équipe qui me permet d'animer tout ça, j'ai demandé à ce que chaque pays me détache pendant 2 ou 3 ans un ou une si c'est possible, ingénieur de l'armement de chacun des pays que je prends maintenant chez moi pour et qui vont permettre de suivre, d'évaluer, de porter ces projets. Ce sont des jeunes qui sont évidemment très bien formés, qui sont très brillants, qui sont des ingénieurs de haut niveau, il y en a dans tous les pays européens évidemment, qui vont donc être détachés dans ma direction qu'on appelle DEFI, donc la direction des défense et espace, et qui vont être chargés d'accueillir ces projets, de les suivre, de les négocier, de les challenger, comme on dit en franglais, et qui reviendront ensuite dans leur pays. Voilà. Donc j'essaie de créer, si vous voulez, cette affectio societatis, de façon, là encore, à ce que chacun se sente un peu plus concerné, tout en sachant évidemment et je finirai par ça, que je plaide pour la fin de la naïveté, bien entendu. Là aussi, fort du petit succès, mini-succès qu'on a eu avec Paolo Gentiloni sur notre première tribune d'IOPED sur la nécessité pour l'Europe de s'endetter, j'ai vu que c'était finalement un exercice qui était à la fois agréable et qui pouvait fonctionner. Donc, j'en ai proposé un autre à mon ami Joseph Borrell sur la fin de la naïveté. Voilà, et on essaie de décliner comme ça que, en fonction, dans mes portefeuilles, je demande à l'un des commissaires qui est plus légitime que moi d'écrire une vision en commun. Puis ça permet là aussi d'aligner. Alors là, c'est plutôt pour faire de l'alignement interne, commission. David Chase. Oui, alors pas besoin d'être grand clair pour voir que la façon dont nous sortirons de cette giga crise sanitaire déterminera le jugement que les peuples porteront sur leur gouvernement et bien sûr sur les institutions européennes. Donc, je crois qu'on peut dire que l'Europe joue gros dans cette affaire et ce travail à la fois d'inflexion sur les vaccins et de politisation que vous faites est de ce point de vue-là capital. On sent bien à vous écouter qu'il y a une nécessité de pivoter d'une Europe qui était très juridique, gardée par des juges et des technocrates, espèce de cathédrale bureaucratique centrée sur la concurrence, le consommateur, les droits, vers une Europe puissance, une Europe qui fait des choses, qui produit et qui se soucie donc de l'industrie, entre autres. Soit dit en passant, ça nous offre un bon parallèle avec la question de l'État et de la puissance publique en France, mais ça serait une autre discussion. Donc moi, ma question, elle est très simple. Comment est-ce qu'on pivote vraiment? Est-ce qu'on continue à être, comme vous le faites, pragmatique, à essayer d'aligner les parties prenantes au coup par coup? C'est un peu la méthode Breton en quelque sorte. Ou est-ce qu'on essaie, après la crise, de réfléchir à un Big Bang? On adore ça en France, hein, les grandes conventions, les changements de traités. Est-ce que c'est encore pertinent? Alors, je sais que c'est un peu incongru de vous demander ça alors que vous êtes au milieu du gué et que vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, mais je pense que c'est dès maintenant qu'il faut se poser ces questions. Non, mais vous avez parfaitement raison. Du reste, c'est tellement vrai ce que vous dites que figurez-vous que pendant mon mois d'août, les 15 jours ou 3 semaines même où la commission s'est arrêtée, j'ai dit à mes collaborateurs, on s'arrête et toutes les semaines, on va se forcer à écrire un article. Alors, il se trouve qu'on l'avait écrit dans le journal Les Échos parce qu'ils nous avaient gentiment accueillis. Et donc, c'était les leçons de la crise. Les leçons de la crise, on était au mois d'août. Pour précisément dire, attendez, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut changer, comment anticiper les crises nouvelles à venir, parce qu'au fond,
C'est ça ce que l'Europe aime bien. L'Europe, elle est à l'aise quand il y a des crises. Et c'est là où elle peut se remettre en question. Donc, quelles sont les crises à venir? Celles pour lesquelles il va falloir se préparer, les leçons apprises. Donc, on a fait ce petit travail, on l'a publié, ce qui permet de nous engager. Il faut toujours s'engager, et évidemment, quand on est dans un contexte politique comme celui-là, c'est une évidence. Et ça permet, encore une fois, d'être transparent. Parce que vous voyez, vous dites la méthode Breton, ce n'est pas la méthode Breton, c'est tout simplement faire de la politique. C'est tout simplement ça. Voilà. Faire de la politique, il faut avoir une vision, il faut l'expliquer. Et puis après ça, il faut mettre en mouvement tout le monde en faisant en sorte que chacun y trouve un peu sa place. Ça s'appelle faire de la politique. Donc, ce n'est pas la méthode de Pierre-Paul Jean-Jacques, et c'est ce que j'essaie de faire au sein de cette institution qui est politique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on en a fait suffisamment jusqu'à présent? Je ne suis pas un bon juge pour le dire. Ce que je peux dire de façon certaine, c'est qu'à partir du moment où, dans quelque institution que ce soit, où on a des talents, des brillants cerveaux qui sont là, et que l'autorité politique ne joue pas son rôle ou trouve des raisons pour ne pas les jouer parce qu'il y a trop de compromis en haut et qu'on n'arrive pas à les faire, on laisse le pouvoir précisément à la technostructure, à ce qu'on appelle les technocrates, et c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé effectivement au cours des dernières décennies, avec, oui c'est vrai, je dois le dire, un certain confort, à la fois de ceux qui arrivaient là en tant que politiques, parce qu'au fond, ils avaient des personnalités, des personnes compétentes, et qui leur disaient, monsieur le commissaire, voilà ce qu'il faut faire, et puis ceux qui étaient, je dirais, attribués, parce que la nature a horreur du vide, ces positions, ils trouvaient que c'était très bien de le faire. Pour conclure, puisque vous avez, en me taquinant, qualifié ça de méthode Breton, je vais conclure par une petite anecdote. Quand je suis arrivé dans des conditions que vous connaissez bien, Jean-Louis mieux que quiconque, c'est-à-dire sans avoir jamais imaginé un jour que je serais commissaire européen. Ça s'est décidé dans ma cuisine un soir d'octobre, en disant en tête à tête avec mon épouse. Bon, très bien. Le lendemain, j'étais commissaire, enfin j'étais commissaire, j'étais proposé, parce que c'est là où les problèmes arrivaient, parce qu'il fallait évidemment que le Parlement m'accepte. Donc j'arrive à Bruxelles et on me dit, monsieur le commissaire, ne vous inquiétez pas, on va vous prendre en main, on va vous faire réciter, réviser, vous allez être challengé, on a des personnes de toutes vos directions, on va vous abreuver, etc. Et on va vous préparer. J'ai dit, mais attendez, vous allez me préparer? Mais qui sont ceux qui vont me décider pour moi? Ce sont les députés. Mais vous rigolez, je vais pas voir une seule personne de l'interne, je vais aller voir un par un les députés qui sont censés voter pour moi ou contre moi, pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que je me suis préparé. Et puis à la fin, je prends l'ascenseur le jour de mon audition, et il y a une personne que je ne connais pas, qui me dit qu'il est français, qui est évidemment un haut directeur, qui me dit, ah, monsieur le commissaire, vous allez faire votre audition. Bon, j'imagine que les directions vous ont entièrement préparé. Vous savez, moi j'en ai fait 10 des commissaires. Ça n'a pas été mon cas. Jean-Louis Bourlanges. Oui, Thierry Breton sait peut-être que c'est moi qui suis l'auteur de son supplice, parce que j'ai inventé, au moment de la constitution de la commission Barroso, j'ai inventé l'idée que la commission compétente pour entendre les commissaires, la commission que je présidais, c'était la commission Libé à l'époque, eh bien, au lieu d'envoyer une petite lettre qui n'avait aucune portée au président du Parlement disant voilà, il a été très bien, on l'a écouté, il faudrait qu'il soit un peu meilleur sur tel plan, j'ai fait voter. C'était d'ailleurs un type très bien qu'on a retoqué, mais il était très mal orienté politiquement, parce qu'il était contre l'orientation, la liberté d'orientation sexuelle. C'était le commissaire italien que Berlusconi avait nommé, et que Barroso avait trouvé nécessaire de lui confier le portefeuille de la justice, ce qui, pour Berlusconi, le portefeuille de l'immigration, alors qu'il soutenait Berlusconi les camps en Libye, et le portefeuille des libertés publiques, alors que cet excellent homme avait voté contre le droit à l'orientation sexuelle dans la Charte des droits fondamentaux. Donc c'était l'anti-casting à l'état pur. Et moi, j'ai fait voter. Et c'est cette procédure-là qui a été, qui est absolument légitimante pour les commissaires, terrible pour les commissaires qui ne franchissent pas, comme Mme Goulard, qui a été victime de cela,
et puis en revanche extrêmement légitimante pour les commissaires qui franchissent la barrière. Et moi, j'ai suivi quand même de très près l'investiture de Thierry Breton, et c'est vrai que ce n'était pas une promenade de santé, ce n'était pas de la tarte. Mais ça, c'est vraiment une procédure authentiquement politique, digne de celle qu'on observe au Congrès des États-Unis dans des circonstances assez voisines. Eh bien, merci, mon cher Jean-Louis Bourlanges, d'avoir contribué inventé ce piège. À ce qui n'a pas du tout été un supplice, détrompez-vous. Ça a été, et je l'ai dit du reste en conclusion de mon audition, qui a duré quand même près de 3 heures, 3 heures et demie, et j'ai dit, et de façon très sincère, écoutez, après, c'est bien entendu vous qui allez voter, donc ou bien vous votez pour moi, et c'est très bien, ou bien vous ne votez pas pour moi, et ce sera très bien. En tout cas, moi, je repartirai, si tel est le cas, avec une expérience humaine de la préparation qui était la mienne, de voir tous les députés un par un pendant la semaine qui m'a été donnée entre le moment où on m'a appelé pour me dire qu'il fallait aller à Bruxelles et le moment où j'étais devant le Parlement. Voilà, une expérience humaine formidable. Finalement, la pièce est tombée, Jean-Louis, du bon côté ou du mauvais côté, l'avenir le dira. Non, mais en tout cas, la procédure est une procédure politique. La Commission européenne est devenue, au début, ça a été inventé par Jean Monnet pour être éloigné de la politique. Il trouvait que la politique, c'était du mal. Et maintenant, c'est quand même devenu une institution qui assume pleinement ses responsabilités politiques devant 2 chambres. Une chambre des États, qui est le Conseil européen, le Conseil des ministres, et une chambre des peuples, des citoyens, qui est le Parlement européen. C'est quand même un système dont on ne peut pas dire qu'il ne soit pas démocratique, même s'il participe vraiment pleinement de la démocratie représentative et pas vraiment de la démocratie participative. Mais qui participe de la démocratie participative en Europe? Certainement pas les Français. Eh bien, monsieur le commissaire, vous saurez que vous devez au moins une partie de votre poids politique à Jean-Louis Bourlanges. Cette émission se termine donc sur notre triomphe commun, si je puis dire. Je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité pour cette 3e thématique. Et je remercie également Sophie Jacquin, avec qui elle a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, qui sera mis en ligne mardi à 11h, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, Olivier Magloire, qui surveille les plateformes de financement, et notre producteur Julien Neuville pour Nouvelles Écoutes. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs et peut-être à vous-même, monsieur le commissaire, dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public. Merci à tous.